Pierrefonds, c'est un peu un rêve. Un rêve de puissance surgi du Moyen-Âge. Un rêve de chevalier et de princesse qui en fait le plus beau des décors de cinéma. Mais aussi un rêve d'architecte, puisqu'il a été entièrement reconstruit au XIXe siècle. C'est un rêve, mais à la formidable allure qui attire tous les ans des milliers de visiteurs. Vous allez en être en compagnie de Christian Corvisier, qui en connaît toute l'histoire. De Nicolas Rousseau, qui veille jalousement à sa conservation. De Stéphane et Christophe, les érudits des archives. De Michael Assage et de Jean-Louis, le maître d'armes, qui font rêver les enfants. Ou de la fée Séverine, qui transforme la paperasse en concerts enchanteurs. Bienvenue au château de Pierrefonds. Vous êtes ici dans un des 96 monuments gérés par le Centre des Monuments Nationaux. Pierrefonds, c'est un château idéal. Un château du Moyen-Âge, restauré au XIXe siècle par un architecte génial, Eugène Viollet-le-Duc. Nous allons ensemble découvrir ce lieu formidable qui est plein de surprises et plein de leçons d'histoire. Nous sommes donc ici chez Louis d'Orléans. Qui est Louis d'Orléans? Eh bien, Louis d'Orléans est le frère du roi Charles VI. Charles VI, que l'on a baptisé au XIXe siècle comme Charles VI le Fou. Charles VI est atteint de démence. Il est incapable de gouverner. L'appétit des prétendants se réveille. En pleine guerre de 100 ans, une lutte sans merci s'engage entre Louis d'Orléans et Philippe le Hardi pour conquérir le trône. Chacun fourbit ses armes. Pierrefonds est une place stratégique pour contrôler le commerce avec la Flandre. Louis d'Orléans décide donc d'y construire un château fort. Il survivra au tracas de l'histoire jusqu'en 1616. Richelieu assiège la place, l'incendie et fait éventrer les tours. Le château ne servira plus jamais de refuge à ceux qui conspirent contre la couronne. La ruine est abandonnée, mais dès le XVIIIe, elle devient un lieu pittoresque et inspire les peintres comme Corot. En 1810, c'est Napoléon Ier qui fait acheter la ruine par l'État. Le château est ensuite inscrit sur la liste des monuments historiques. Et le 15 juillet 1850, le prince-président Louis-Napoléon, féru d'archéologie, y fait une visite. Quelques années plus tard, devenu Napoléon III, il émet le souhait de faire restaurer ce château qui se trouve si près de la résidence impériale de Compiègne. C'est ainsi que Viollet-le-Duc est chargé en 1857 de la restauration des ruines médiévales de Pierrefonds. Une première phase de travaux ne prévoyait que la restitution partielle du donjon, des grosses tours et la stabilisation des ruines. Mais cette idée est rapidement abandonnée pour faire de Pierrefonds une véritable résidence impériale, une folie romantique, créée en grande partie par Viollet-le-Duc pour les besoins de la chasse et des divertissements de la cour. Il s'agit moins désormais de restauration que de reconstruction. Le gros œuvre est achevé en 1866. Mais il reste beaucoup à faire et les travaux ne sont pas finis quand survient la guerre de 1870. La chute de l'Empire ôte à Pierrefonds sa destination primitive de jouet princier. C'est la République qui termine ensuite l'essentiel des travaux. Depuis lors, le château est devenu un fabuleux objet d'étude pour les historiens de l'architecture tels que l'élégant Christian Corvisier. Le château de Pierrefonds, c'est un peu un manifeste d'une nouvelle esthétique du château gothique. C'est-à-dire le château du XIIIe siècle était un château plus trapu, avec des tours percées d'archères, un peu opaques, sans ornement. Ce qui est inventé à l'époque de Charles V, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire ce couronnement avec des machicoulis, donc les consoles, un premier étage de défense crénelé au-dessus des machicoulis, et au-dessus encore, la silhouette de la tour s'élève plus haut, avec un retrait de diamètre, et il y a un deuxième couronnement. Donc ça crée un élancement vertical d'une grande élégance. Et c'est une volonté très affirmée à Pierrefonds, puisque vous le voyez, c'est systématisé à toutes les tours de Pierrefonds. Viollet-le-Duc, en fait, il faut bien le situer dans son temps. Lorsqu'il commence à restaurer Pierrefonds, le goût du gothique est venu en France depuis déjà longtemps.
C'est un homme assez complexe, Viollet-le-Duc, il est multiple. C'est-à-dire c'est à la fois un architecte et un savant, un architecte et un archéologue. En même temps, un homme contemporain, moderne, qui restaure, qui a la conscience de restaurer pour l'avenir, de refonder quelque chose dans un projet vraiment lié à Napoléon III, à l'Empire, etc. Et en même temps, c'est un romantique. Viollet-le-Duc fait une interprétation du Moyen-Âge à la façon du 19e siècle. C'est-à-dire que se trouve dans cette cour intérieure, évidemment, l'élément essentiel de l'architecture médiévale, le donjon, qui est vraiment le symbole de la forteresse militaire, une chapelle, superbe et extraordinaire chapelle, qu'il réinterprète au moment de la restauration du château. En face, une galerie très importante, très vaste, qui est la salle des Preuses, l'aile des invités et bien évidemment tout ce qui convient au fonctionnement d'un château et à la vie de ses propriétaires dans un château du Moyen-Âge, mais revu par Viollet-le-Duc au milieu du 19e siècle. Pour bien prendre la mesure du travail de Viollet-le-Duc, il faut se rendre à Beauvais, aux archives départementales de l'Oise, où Stéphane veille sur un fonds datant de la restauration du château de Pierrefonds. Bonjour Christophe. Je t'apporte les cahiers de Wiganowski dont je t'avais parlé, qui seront reproduits également. Alors il s'agit d'un ensemble de documents, et notamment 3000 documents figurés, c'est-à-dire des plans en élévation, en coupe, des carnets de croquis. Les documents étaient conservés au château de Pierrefonds et ensuite ils ont été transférés aux archives départementales de l'Oise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment toutes les étapes qui ont permis de restaurer le château de Pierrefonds. Donc ça va du plus petit croquis qui permet de situer chaque pierre par rapport aux autres, jusqu'à des plans comme celui-là qui sont assez détaillés, qui sont cotés. Et puis d'avoir l'ensemble des documents aussi qui ont servi à dessiner les fresques qui se trouvent sur les murs des pièces du château. Ce sont des prises de vue à 360 degrés qui ont permis à l'équipe de Viollet-le-Duc de faire des relevés topographiques très précis. Ça date de 1865-1866 a priori. Parce que ces documents-là ont été présentés dans le cadre de l'exposition universelle qui a été organisée à Paris en 1867. Visiblement, on essayait d'utiliser tous les outils pour arriver à obtenir des plans les plus précis possibles. Ensuite, est-ce que ça a été réutilisé dans d'autres chantiers? Ça, je ne sais pas. Je reproduis donc photographiquement tous les travaux que Viollet-le-Duc a effectué sur la restauration donc, du château de Pierrefonds. Et effectivement, le but, c'est de reproduire donc, tous ces documents, avant tout pour les préserver. Et dans un second temps, il faudra mettre en ligne et ça sera accessible au plus grand nombre. Ça fait partie de ce qu'on peut considérer comme les fonds prestigieux et qui vont intéresser des chercheurs et le public au-delà des limites du département. On finit la com, Steph, sur le monument. Dans les services du château, pas une minute à perdre. Depuis leur petit bureau, Stéphanie et Séverine font tourner la grande machine à visite. Ils ont une régie pour toutes les écoles de la ville. Elle récupère les sous. Ça récupère les sous. Moi, je fais en sorte que les sous arrivent et elle récupère les sous. On reçoit en moyenne, je sais pas, 13-14 000 enfants par an. Donc après, il y a plein de choses. Il y a les activités pédagogiques, il y a les visites libres, il y a les parcours découvertes. C'est juste une visite d'1h30 quand l'école n'a pas le temps. Et donc, je gère aussi les conférenciers. C'est pour ça que c'est le bazar sur mon bureau, parce qu'on traite plein de choses en même temps. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maike et vous entendez certainement tout de suite que je parle avec un accent, n'est-ce pas? Alors, si j'avais été dans mon pays, j'aurais fait comme ça. Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Et wir machen heute was ganz Tolles hier im Schloss. Guten Tag. Vous avez reconnu? Voilà, je suis allemande. Donc, vous êtes venu voir un lieu étonnant. Vous avez saisi comment ça s'appelle ici. Château de Pierrefonds, donc vous avez le bourg de Pierrefonds là-bas, ici le château. Est-ce que vous pouvez nommer des éléments en architecture qu'il faut pour un château fort? Un donjon? C'est pas seulement le donjon, oui. Rempart,
Les meurtrières. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est les meurtrières? Oui. Chevalier, lève-toi. Si tu veux bien, tu peux te mettre derrière une meurtrière et faire un geste qui convient. Alors, vous avez l'archer Valentin. Est-ce que tu peux prendre une meurtrière de ce côté-là et faire comme si tu tirais une flèche? Alors, une meurtrière. Là, c'est pas une meurtrière? Ah oui, non, c'est voilà, là, vas-y. Voilà, donc la meurtrière, ça sert à quoi d'après vous? À se protéger. Voilà, merci, archer Valentin. Chacune des tours de Pierrefonds est ornée d'une statue de preux. Et ce sont des statues authentiques qui datent de Louis d'Orléans. Eh bien, Viollet-le-Duc a reconstitué les sculptures qui étaient abîmées, certaines ont été déposées, mais pour l'intérieur du château notamment, où il a inventé des bâtiments entiers qui n'existaient pas, qui n'avaient jamais été achevés en 1407, là, il a laissé libre cours à une imagination extrêmement féconde, pittoresque, mais qui est toujours d'inspiration gothique, avec des chimères, un peu comme les chimères qu'il a ajoutées à Notre-Dame, qui sont très célèbres. Vous voyez, il y avait cette espèce de... C'est le côté créatif, vous voyez, côté créatif et romantique. Il y a toujours cette dualité entre le côté reconstitution archéologique et le côté créatif romantique. Chez Viollet-le-Duc, on ne peut pas dire mieux. C'est vraiment la double personnalité. Regardez encore une fois autour de vous pour me dire quel genre de décor sculpté est-ce que vous voyez autour de vous là. Qu'est-ce qu'on représente pour décorer? Des petits châteaux sur les bords. Voilà, c'est quand même très étonnant. Hein. Là, vous avez des petits châteaux en décor, des petits châteaux sculptés. Qu'est-ce que tu as remarqué encore? Il y a des genres d'animaux. Voilà, il y a énormément d'animaux partout et des drôles de bêtes. Oui. Il y a des sphinx. Voilà, donc je vous ai dit, on va être un peu dans le fantastique aussi. Là, c'est ni un crocodile ni un lézard. Je l'ai appelé le cerf-crozard. Allez-y pour faire le croquis de cette drôle de bête. Là, j'ai un rôle que j'aime beaucoup ici dans le château. Ça, c'est vraiment la médiation du patrimoine d'une façon créative. C'est une classe de collège qui viennent ici dans le cadre aussi évidemment des cours d'histoire. Mais on a le plaisir ce matin de regarder le château avec un œil créatif. Donc, on se concentre sur tout ce qui est bestiaire fantastique, qui ouvre la porte pour beaucoup d'histoires, hein, pour beaucoup de rêves. Et les élèves sont demandés de bien se concentrer sur le regard. Et pour les aider à bien se concentrer, à observer, on leur demande de faire des croquis. Donc ils font des croquis des animaux fantastiques. Et tout à l'heure en atelier, on va passer du 2D au 3D. Ils auront de la terre pour créer un petit animal. C'est plutôt un serpent sérieux. Ça prend des merdes. Il y a un truc, il a des ailes. Voilà. Il y a eu un premier Pierrefonds où Viollet-le-Duc et Napoléon III pensaient faire une résidence en restaurant une partie du château qui était le donjon au milieu des ruines. Et en fait, c'était une optique encore romantique. Et après, c'est devenu l'optique archéologique de la reconstitution totale. Il avait un programme formidable, c'est-à-dire que ça devait être la résidence aussi de l'empereur. Donc, il fallait recréer des salles habitables. Donc, ça lui donnait carte blanche pour inventer des bâtiments qui n'avaient pas été terminés ou qui étaient complètement en ruine. Ce qui fait que sa marge de créativité était énorme. Donc, c'est vraiment... oui, je pense que c'est son œuvre essentielle. Mais effectivement, ça n'a jamais été abouti. Et finalement, le fantasme, le rêve de Napoléon III de vivre ici, ce rêve n'a jamais été réalisé, en fait. Et c'est devenu, après la chute de l'Empire, c'est devenu un château national, donc républicain. Donc, c'était le monument ouvert au public et il n'était plus question de résidence. On va lui mettre un casque avec une amuse. Alors, l'amuse protégeait des coups et évitait de se faire couper. Et là, la capuche était en cuir, graissée à la graisse de phoque ou de baleine, ce qui fait que quand les coups arrivaient, ça glissait. Tiens, parce que toi, tu rigoles, viens là. Donc, on dit que c'est un Saxon. Et on a notre Normand. Oh, on a affaire à un trouillard. Donc, la première vague enfonçait avec les pointes, la deuxième vague frappait.
Alors l'atelier, c'est pour démystifier un peu le Moyen-Âge, c'est-à-dire faire voir aux enfants que ce qu'ils voient à la télé, c'est loin d'être la réalité. Donc le Moyen-Âge, c'est d'abord 1000 ans d'histoire, et nous, on étudie les 500 dernières années. Les enfants sont attachés au costume, parce que là, le gamin vraiment habite le personnage et vit un moment authentique. Le but de l'atelier, c'est que les gamins arrivent avec la casquette de travers de leur quartier et repartent tous en chevalier avec un haut sur la tête. Pointe en bas et on va dans la cour. La particularité de l'atelier, c'est que les enfants apprécient de pouvoir recevoir, se pouvoir confier une arme et de pouvoir faire quelques exercices avec une vraie épée en acier. C'est pas du plastique, c'est pas du caoutchouc. Donc ça les responsabilise parce que c'est pas une épée de jeu, c'est pas une épée en bois. Et d'ailleurs avec des épées en bois, ils s'enfilent toujours un coup sur le nez. Tandis qu'avec une épée en acier, il y a un certain respect et de l'épée et ensuite une prise de conscience vis-à-vis de l'autre. Donc ils travaillent en coopération et en respect. Je passe pour un fou pour faire ce que je fais faire en initiation aux enfants. Il y a des collègues qui nous disent « Oui, mais t'es fou, ils vont se blesser, etc. » Or, depuis le temps que je fais, je n'ai jamais eu un accident. Soyez humbles, rendez grâce, rendez la justice, redressez-vous. L'épée au côté. Alors c'est un peu particulier ici, parce qu'on est à Pierrefonds, effectivement, mais on est aussi dans un espace, disons, plus imaginaire, plus virtuel. On est à Pierrefonds parce qu'on est dans un des sous-sols du château. Le château avait un soubassement très important, voûté, etc., qui n'a d'ailleurs jamais été terminé à l'époque de Louis d'Orléans, lui aussi. Et ce qu'on voit tout autour de nous, c'est devenu une crypte. C'était conçu pour être un cellier, des réserves de vivres, etc. Et c'est devenu une sorte de crypte funéraire immense où les gisants sont quasiment entassés les uns autour des autres. Là, il se trouve que ce sont des réserves du Musée des Monuments Français, des moulages qui n'étaient pas du tout destinés à Pierrefonds, mais curieusement, par une rencontre, un peu un télescopage historique, ça a été réapproprié par le monument et on s'est présenté au public. Et je trouve que ça a pris un sens, le sens justement un peu transversal du gothique. On est dans un monument fondamentalement gothique avec la dimension un peu mystérieuse, un peu funèbre, un peu fantastique et surtout aussi cette notion de revisitance du passé monarchique, médiéval comme ça, qui était un fantasme des romantiques quand même. Oui. 5445 marches. Eh bien, nous voici dans cette salle d'épreuves, la plus grande salle du château de Pierrefonds. D'où doit-elle son nom ? Eh bien, au Moyen-Âge, les preux chevaliers sont ceux qui viennent illustrer les vertus de courage et d'amour courtois. Aussi, tout en inspirant d'une autre salle d'épreuves qui existe au château de Coucy dans le département de l'Aisne, Eugène Viollet-le-Duc illustre magnifiquement cette salle d'épreuves avec la série des 9 statues d'épouses de preux chevaliers. Et le détail très intéressant et amusant, c'est qu'on retrouve au milieu de ces 9 preuses les traits d'Eugénie de Montiero, impératrice des Français, épouse de Napoléon III. Eugène. Voilà, super. Voilà, donc là, c'est vraiment tout son imaginaire de cette aile du bâtiment. Il restait très, très peu. Donc, c'est vraiment lui qui a imaginé ça. Et l'empereur lui avait demandé de créer une salle, entre autres, où on allait pouvoir exposer sa collection d'armures. Et elle était posée là derrière vous. C'est pour ça qu'il y a des blasons ici. Et c'est ça ce que je vais vous demander de dessiner. Donc, faire cet aigle, et c'est assez facile parce que vous pouvez suivre les lignes noires, donc le plomb. Nous
Nous accueillons régulièrement des équipes de tournage qui viennent ici profiter de cette ambiance médiévale et de ce décor assez fantastique qui porte l'imaginaire pour tourner toute une série de films dont certains sont restés très célèbres dans la cinématographie française. Et voilà, la grande salle, la salle des projets. Ah voilà. Voilà. Salle qui est souvent sollicitée pour les tournages. Ah, parce que c'est vraiment le morceau de bravoure de Pierrefonds, de la restauration de Viollet-le-Duc. Oui, le cinéma à Pierrefonds, c'est une histoire ancienne, puisque le plus ancien film tourné à Pierrefonds date de 1907 quand même, c'est Un pot d'âne. On peut dire que Viollet-le-Duc a été, à Pierrefonds et à Carcassonne, un des premiers décorateurs de cinéma sans le savoir. C'est-à-dire que ces restaurations étaient tellement abouties qu'on n'avait plus besoin d'apporter des éléments de décor complémentaires pour tourner dans le film. Ce qui fait que dans des films comme celui qu'on voit actuellement, il n'y a pas de retouche. C'est Pierrefonds dans son jus, à l'identique. Il n'y a pas que le cinéma qui s'intéresse à Pierrefonds. La télévision britannique a ainsi occupé le château pendant 5 ans pour y tourner la série Merlin. Une série qui a généré un club de fanatiques. Pas dangereuse, mais vraiment passionnée. Ce sont les Merlinettes. Nous venons en pèlerinage, voilà, que nous avons renommé Merlinage, en raison de cette série BBC qui est venue se tourner là-bas. C'est la carte de France de notre groupe. Voilà, toutes les personnes. Le cœur, c'est Pierrefonds, comme vous remarquez. Et ensuite, eh bien, on s'est rencontrés donc, de régions différentes. Notre amie Marjorie qui vient de Savoie. Nous, les Ardennes. Moi, la Meuse. Le Val d'Oise. Le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, on a des amis de toute la France qui sont des fans de la la série. notre point de rendez-vous. Voilà. On est tombé amoureuse du château. On revient le visiter 2 ou 3 fois par an. On vient au Téléthon, Journée du patrimoine, pour voir toutes les salles. Et il y a quelque chose, il y a une histoire avec nous. On est tombé amoureux du coin, du château, des pierres, de l'ambiance. C'est tout, quand on arrive ici, on l'a même visité de nuit. C'est de la dentelle de pierre, c'est un travail magnifique. On s'extasie devant la beauté du lieu, des salles. Regardez les salles du donjon qu'on vient d'ouvrir. De penser que ça a été fait au pochoir, les couleurs, les coloris, les choix. Et puis d'entendre, avec cette série Merlin, on a écouté les chevaux dans la cour, sur les pavés, c'est merveilleux. Tout est merveilleux ici. Et on le partage en groupe, c'est encore plus exceptionnel. On est passionné ou on ne l'est pas. On ne fait pas les choses à moitié. On y va, parce qu'on y va. On y retourne. Merlinette ou touriste de passage, tout le monde est bienvenu à Pierrefonds. Et ça n'est pas Madame le maire qui vous dira le contraire. Sans le château, Pierrefonds, il n'y aurait pas le commerce. Ce serait plus Pierrefonds. Il n'y aurait pas les commerces. On est un pôle attractif pour la communauté de communes aussi. Moi je dis toujours, on est les plus beaux de la communauté de communes. Les plus beaux peut-être pas, mais enfin, disons que c'est nous qui attirons le principal des touristes ici quand même. Parce que dans les autres communes de la communauté de communes, c'est plus calme, on va dire. Alors Pierrefonds, c'est environ 2000 habitants, avec des pointes les week-ends. Les week-ends, on tourne... je dirais 4000, 5000. Quand c'est la fête médiévale, on est à compter 12 000. On a quand même une certaine notoriété qui fait qu'on est fiers d'être maire de Pierrefonds, quoi. Ouais. On est fiers d'y habiter, nous, d'ailleurs. Je pense que beaucoup de gens des alentours aimeraient bien habiter Pierrefonds, mais bon, il n'y a pas de la place pour tout le monde, et nous, on garde notre place, donc voilà. Nous sommes tout en haut de la tour de guet du château. Il y en a 2. Elles ont été construites par Viollet-le-Duc. Et alors, le côté extraordinaire, c'est évidemment cette ampleur d'un panorama exceptionnel qui montre que le château vraiment est inséré dans la ville de Pierrefonds. Ville de Pierrefonds qui a eu un grand renom au XIXe siècle, puisque beaucoup de gens venaient à Pierrefonds pour admirer les ruines du château, mais également profiter des eaux thermales. Pierrefonds accueille 150 000 visiteurs par an. Nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent jusqu'à Pierrefonds. Nous avons beaucoup de Russes, nous avons des Chinois, des Japonais, parce que rares sont les châteaux véhiculant tout cet idéal du Moyen-Âge, ouvert au public, propriété de l'État. Nous accueillons des tournages de films, nous accueillons beaucoup de manifestations, des concerts, des expositions qui ont pour avantage de pouvoir faire venir un nouveau public et faire en sorte que le renom de Pierrefonds puisse rayonner de la meilleure façon. Ce ne sont pas des monuments neutres et c'est justement ça qui est intéressant, c'est l'alliance
des vieilles pierres qui sont parfois un peu trop impressionnantes et pas assez habitées, avec l'acte musical. C'est ça qui est intéressant, c'est l'alliance du patrimoine et de l'action culturelle événementielle. Tout ce qui peut aller dans le sens du plaisir partagé avec les visiteurs et un moment d'extase, un moment de délectation, je pense, va complètement dans le sens de ce qu'est ce monument, qui est un lieu d'interrogation, un lieu d'émerveillement. Donc je crois qu'en effet, tout ce qui peut accompagner le visiteur dans une vision un peu renouvelée de la visite est une excellente chose. Celui auquel on doit toutes ces merveilles, Eugène Viollet-le-Duc, de là où il est désormais, peut certainement constater qu'il n'a pas travaillé pour rien. Merci, monsieur l'architecte des rêves. Sur francetvplus.fr. Demain sur France 3. Une grande dame.